Ok, donc, je suis Arnaud Béal, je ne me représente pas, je viens de le faire. Je passe la parole à Sandrine Amaré, avec qui on va co-animer cette table ronde. Bonjour à vous tous. Sandrine Amaré, je suis rapidement directrice de la formation supérieure de la recherche et de l'international à Océlia, membre de Cap Droit. Mais on s'enfuit là tout de suite, je vais aller vite parce qu'apparemment on a un peu de retard. Donc je vais enchaîner avec la table ronde qu'on va animer donc avec Arnaud. Le titre de la table ronde s'appelle Pluralité des recherches participatives. On va avoir trois interventions avec une intervenante tout seul et sinon en binôme et sinon plus nombreux encore. Là, la table ronde va porter en gros à partir d'une pluralité de recherches participatives. On va regarder un peu le processus participatif, les enjeux méthodologiques et les questions éthiques que ça soulève de part et d'autre. La première intervention, ça sera Corinne, donc Corinne Bonnier, professeure ADR habilitée à diriger des recherches en sciences de gestion et engagée actuellement dans la mise en œuvre de la chaire Territoire inclusif et capacitant. Donc Corinne, elle ajustera peut-être le titre qu'on avait mis au départ, donc on va voir, tu verras Corinne si tu veux le bouger par rapport à celui qui est inscrit sur le programme. Mais son intervention, elle porte sur une pluralité d'expériences à partir desquelles elle s'attache à cerner en quoi la recherche participative s'appuie sur et en quoi elle valorise les savoirs expérientiels. Après, ça sera suivi du coup de Jean Lefebvre, utile, c'est bien ça? Et Timothée, alors Timothée, j'ai perdu Dufresne, c'est ça. Donc Timothée, il sera à distance, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Jean est infirmier, docteur en éthique, en pédopsychiatrie. Il intervient en binôme avec Timothée, qui est artiste pédagogue. Timothée, il nous voit, il nous entend, je ne sais pas. Ok, Oui, 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 je vous entends, je vous vois. super, parfait. Donc, ensemble, ils cibleront la notion de participation en prenant pour exemple le guide d'entretien individuel et d'observation participante et en définissant ce qu'ils entendent par recherche-action avec notamment l'illustration d'un jeu qui est devant nous là, qui a été créé par Timothée, nous en dirons plus. Ils expliciteront ce qu'ils entendent par participation active et administrant le fonctionnement processus délibératif des comités qu'ils appellent les comités consultatifs qu'ils vont associer à leur recherche. Ils effleureront la valeur accordée au savoir, expérience de l'enfant pour prendre au sérieux et légitimer sa parole. Et Jean pointera également l'intérêt de la collaboration avec Timothée pour déhiérarchiser les rapports de pouvoir habituels et horizontaliser les relations entre l'enfant et l'adulte. Et enfin, on aura le collectif Cap Droit, qui le collectif se penche sur sa pratique via l'auto-ethnographie collective, il nous éclaire sur la manière de fonctionner en groupe à partir de vécus singuliers. Voilà, cette table ronde, je le dis pour nos intervenants, elle dure 1 heure. Mais ce qui est important surtout, et comme on l'a évoqué ensemble, chaque intervenant, groupe d'intervenants, qu'on soit 1 ou 3 ou 4, peu importe, c'est 10 minutes maximum 15, c'est-à-dire qu'il y a 3 interventions. Au bout de 45 minutes, ça sera fini et on aura un gros quart d'heure d'échange entre nous. On n'interviendra pas, si ça vous va, après chaque intervention. Donc, gardez bien vos questions et on interviendra dans les 15 minutes d'échange à la fin. Voilà, à vous la parole. Merci, merci. J'ai bien compris la norme des 10 minutes. Enchantée, merci beaucoup à vous tous de me donner l'occasion de cette présentation où je vais du coup pas forcément passer tous les slides parce que ça n'a pas forcément un grand intérêt et je vais plutôt mettre l'accent sur certains points. Alors le point de départ qui a fait que je suis ici, c'était de pouvoir parler, enfin m'avait donné l'occasion de parler d'une chaire, c'est-à-dire un projet, un grand projet qui démarre, qui s'appelle, pour l'instant il démarre, qui s'appelle effectivement construire et animer des territoires happy et que j'appelle de plus en plus inclusifs et capacitants. Et en fait, c'est le terme de capacitant qui va être un peu le fil directeur. Alors, vous voyez, il y a plein de monde derrière, voilà, des chercheurs, du terrain, de l'expertise très, très variée. Alors,
C'est une chaire qui est financée par l'ARS, la FIRA, donc voilà, que beaucoup connaissent, j'imagine, et par l'IREPS. Voilà, donc trois financements avec des regards différents et complémentaires, hein, ou des attendus différents et complémentaires, et qui qui se met en place sur 4 territoires, si on peut voir voilà, le slide. Donc, alors le point de départ était les habitats inclusifs. Donc, on va être sur 3 habitats inclusifs voilà, qui existent depuis plus ou moins longtemps, hein. Donc, Marseille, Le Canet et Orange, qui est en train de se mettre en place. Et puis, un établissement plus classique, un ESMS, un foyer de vie, foyer médicalisé, géré par la Croix-Rouge française. Ce qui intéressait l'ARS là, c'est qu'il y a aussi des personnes handicapées vieillissantes. Et donc, c'était la question des transitions, on va dire, autour de cette question du handicap vieillissant. Peut-être le slide suivant. Alors, j'aime beaucoup l'expression du pas de côté. Voilà. En me disant, évidemment, mon pas de côté à moi va être un grand pas dans le sillon bien tracé pour d'autres. Bon, évidemment, c'est très relatif tout seul. Quand je dis un pas de côté, ben, je peux en faire un petit, un grand, un moyen, puis pourquoi pas 2 pas de côté. Enfin bon, j'aime beaucoup cette expression. Et donc, j'ai voulu l'illustrer. Alors, je n'ai pas trop bien trouvé l'illustrer, mais là, j'ai trouvé une statue à Nantes, de mémoire c'est à Nantes, qui s'appelle le pas de côté. Voilà, donc j'ai trouvé la statue, le pas de côté. Donc en fait, on voit peut-être pas très bien parce que c'est en noir et blanc. C'est un monsieur donc, qui se tient droit et puis en fait, il y a un pas qui est en dehors du socle. Voilà, donc c'est son pas de côté à lui. Donc parce que finalement, ça déstabilise toujours ce pas de côté. Alors, quel est mon pas de côté dans l'histoire? Et je vais vous donner quelques essentiels de ce projet qui démarre, hein. Et puis après, je vais m'appuyer sur d'autres expériences, d'autres travaux de recherche, d'autres accompagnements que j'ai faits qui étaient très inspirants pour moi. Ce pas de côté, si je puis l'appeler comme ça, pour moi, c'est effectivement, et qu'avait séduit l'ARS au départ, et puis certainement Afira et l'IREP, c'est de se dire, je fais très court, hein, puisqu'on a 10 minutes et qu'il doit me rester 8 minutes maintenant. Si on veut que ces habitats dits inclusifs pour les personnes en situation de handicap tiennent leurs promesses, donc je fais très court, on ne va pas ici épiloguer leurs promesses, mais si on veut qu'elles tiennent leurs promesses, il y a, on va dire, 2 manières de voir les choses. Soit on part de l'intérieur, de l'habitat, de ce qui s'y fait, la manière dont on anime les activités, la manière dont bref, on identifie les personnes qui peuvent venir y habiter, enfin, il y a les profils des intervenants. Enfin voilà, on part de l'intérieur et on essaye d'améliorer vers la promesse de ces habitats inclusifs. Moi, mon pas de côté à moi, pour reprendre la thématique de ces 2 jours, c'est de dire, c'est de partir du territoire. Alors, c'est quoi le territoire? Le territoire, c'est pas eux et nous, d'abord, ou nous et eux. Le territoire, c'est l'habitat, les habitants, les professionnels, on va dire au sens large, et des acteurs, justement du territoire, hein, des acteurs du territoire, et fondamentalement, beaucoup les acteurs de la vie ordinaire. Donc l'association, la médiathèque, le club de sport, la boulangerie, parce qu'on aime bien aller à la boulangerie en face, prendre un café et s'acheter sa chocolatine à 4 heures. Oui, mais moi je suis du sud-ouest, je suis désolée, donc je dis chocolatine, c'est mon vocabulaire pluriel à moi. Et voilà, donc c'est tous ces acteurs de la vie ordinaire, voilà. Et l'hypothèse de base, voilà, après on verra comment elle va se construire, c'est que il y a 2 façons de se dire un territoire s'anime. Soit on a une vision un petit peu, on cumule des actions individuelles, hein, voilà. Un habitant a envie d'aller au club d'échecs, donc on va nouer un partenariat avec le club d'échecs. Un autre habitant aime bien aller à la médiathèque, on va nouer un contrat, un partenariat avec la médiathèque. Mais la somme de tout ça ne fait pas une sorte de vision commune, de bien partagé, de commun, et n'a pas une dimension collective. Et donc, l'autre approche que je défends, c'est de dire, si on met les acteurs, tous ces acteurs-là, très variés, en disant, qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble? On a envie que notre territoire soit plus capacitant. C'est-à-dire que ça soit plus, alors capacitant, capabilities, etc., ça soit plus
facile, plus ordinaire pour nos habitants que de recourir à toutes les ressources qu'il y a sur ce territoire. La médiathèque, la boulangerie pour la chocolatine, etc., etc. Voilà, donc c'est d'abord construire, alors moi ce que j'appelle une cause commune, bon, parce qu'il y a des références derrière, on pourrait dire un commun aussi, on pourrait dire ce qui est grand, on a d'autres références théoriques, donc peu importe, voilà. Mais vous voyez bien, quelque chose qui est collectif, qui est au commun, qui nous anime. Et à partir de ce moment-là, où on a posé cette vision commune, ce bien commun, peut-être que effectivement, ça sera plus facile, plus bienveillant, plus légitime, voilà, tout un ensemble de choses pour ces habitants ou résidents d'ailleurs des établissements, des habitants, que d'aller vivre leur projet hein, à la rencontre et de se saisir de ces ressources du territoire pour en faire l'usage qu'ils souhaitent pour mener leur projet de vie. Voilà, c'est un peu ça, globalement, l'idée de cette thèse, de ce projet. Alors pour l'instant, on démarre. Moi, je vois déjà un petit peu différentes manières d'y arriver, mais ça va être, peut-être que dans un an, on en reparlera et ça sera les résultats de tout ça. Alors, si on pouvait aller sur d'autres PowerPoint où je voudrais dire, bon, soit ça raconte un peu la même chose, peut-être le suivant. Voilà, donc celui-ci, on va s'arrêter. Alors, bien évidemment, ce territoire va être la rencontre, enfin, ce qui va se passer, in fine, ça sera la rencontre entre ce territoire, qui a une dimension géographique très variable, moi je ne sais pas laquelle. Puis vous voyez bien qu'entre Marseille, 150 000 habitants, où est logé un des habitats inclusifs, et l'Escarène, joli village de 2200 habitants dans une vallée, bon, les territoires ne vont pas être les mêmes, mais on verra ce que ça va donner. Donc, d'un côté, on aura un territoire qui a envie de se mobiliser pour une cause commune, et de l'autre côté, il y a des territoires de vie, des personnes, voilà, et ça va être un peu la rencontre entre les deux hein, qu'on va voir se passer. Ce territoire, d'un point de vue administratif, d'un point de vue géographique, je ne sais pas du tout quelle dimension il aura, et bien évidemment, moi c'est le projet, c'est la manière dont on va avancer qui va me le dire. Mais le territoire, je sais qu'il a souvent une dimension, voilà, il a des dimensions. Hein, voilà. Il y a un territoire affinitaire, on a envie ensemble de faire des choses ensemble. Il y a une dimension très symbolique. On s'investit dans un territoire parce qu'on a envie qu'il soit accueillant, on a envie que ce soit un territoire où il fait bon vivre. On va trouver ça aussi dans les démarches lorsqu'il s'agit de valoriser des biens culturels. Hein. On a envie que ce soit un territoire où il y a des ressources culturelles, où on vient pour ces ressources culturelles. Voilà, donc on sent qu'il y a un symbolique autour du territoire et qu'on a envie de défendre. Bon, il y a une dimension géopolitique, et puis, il y a une dimension matérielle, là, ça va être l'ensemble de ses ressources. Hein, voilà, la médiathèque, le club sportif, les routes, les moyens de transport, les espaces communs partagés, les jardins partagés où on peut se retrouver et discuter. Voilà, ça, c'est une dimension matérielle. Alors, le dernier slide, si vous pouvez passer le suivant. Voilà. Donc, tout ça, ça va être animé par une recherche dite participative. Donc, du coup, là, alors, participative, collaborative, parce que tout ce cheminement, et notamment qui a donné lieu, évidemment, à l'écriture de projets hein, qui ont été soumis à financement et qui ont été acceptés, dès le départ, il y avait plus ou moins, en particulier sur Marseille pour des raisons un peu de proximité géographique et autres, un travail solide, je ne dirais pas ça, mais au moins des discussions. Ce n'était pas des entretiens, mais des discussions, voilà. Moi, ou via on va dire les professionnels, avec les habitants qui étaient hébergés sur ces établissements. Honnêtement, en particulier sur celui de Marseille, hein, parce que, voilà, pour différentes raisons. Et ce qui va m'intéresser de voir, c'est comment on va réussir à tenir et puis à imaginer une démarche participative qui, de coup, moi, j'avais appelée capacitante, c'est-à-dire que si on veut qu'elle soit réellement participative, c'est que les personnes en situation de handicap, que tout le monde puisse faire recours au savoir expérientiel des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on construise, on les aide à construire leur propre savoir qu'elles vont
voilà, leurs propres envies, leurs propres savoirs expérientiels, et qu'on puisse être en dialogue, voilà, tisser toutes ces envies, tous ces savoirs. Et là-dessus, je suis très inspirée par donc, deux autres projets hein, sur lesquels j'étais. Un qui est la démarche hip-hop ou hip-hop, pour ceux qui, voilà, EPOP, voilà, qui est expérimenté en Hauts-de-France et en Nouvelle-Aquitaine, qui est porté au niveau national et qui est comment soutenir le recours au savoir expérientiel. Donc, avec une collègue, j'ai évalué, évalué n'est pas le bon terme, hein, j'ai évalué, documenté comment ces deux expérimentations se mettaient en place. Ce que j'ai retenu de choses, beaucoup de choses, mais notamment ce que j'ai traduit dans cette définition, c'est que le savoir expérientiel, disons tel que je le définis pour les besoins de cette recherche, le savoir expérientiel, c'est pas je raconte ma vie uniquement. Le savoir expérientiel est un discours. Hein, on peut utiliser le terme de discours, on va retrouver le côté un peu politique de tout à l'heure. C'est un discours, c'est-à-dire que lorsqu'on rend compte de quelque chose, on le dit consciemment. C'est-à-dire qu'on va utiliser des mots parce qu'on veut dire certaines choses à un certain public et pour certaines raisons. Voilà. Et donc, cette construction-là de ce discours, hein, de ces savoirs expérientiels, ben, c'est pas si facile que ça. Hein. D'ailleurs, nous tous, chercheurs, on a besoin de colloques et de nos labos. D'autres instances ont besoin de leur association et d'autres espaces. Ben, pour les personnes en situation de handicap, je dirais, ça va être la même chose. Donc, il y a besoin d'espaces qui vont être à la fois des espaces durant la recherche participative, mais ou des espaces en dehors hein, de cette recherche participative où ils vont construire ensemble ce savoir expérientiel qui, du coup, va être effectivement un des savoirs, une des expériences parmi d'autres qui va être mobilisé, hein, alors parmi d'autres, en même temps que les professionnels, les chercheurs et autres acteurs, qui va être mobilisé tout au long de la démarche participative. Voilà. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est comment on va quel type d'espace on va mettre en place, comment ils peuvent être imaginés et comment ils peuvent se tenir, s'animer, se tenir. Alors, ce qui m'inspire du coup, je pense que j'en... Oui, voilà, mais du coup, c'est ma dernière inspiration et comme ça, je pourrais conclure. Ce qui va m'inspirer, c'était un accompagnement, une recherche-intervention ou participative, hein, voilà, on en avait parlé, que j'avais conduite il y a quelques années avec la boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre, hein, donc un accueil de jour qui est d'ailleurs pas très loin d'ici, boulevard National. Bon, c'était remettre du cadre dans le fonctionnement de la boutique Solidarité. Bon, c'était un peu très vague, mais c'était le point de départ. Et réellement, ça a été un grand bonheur, cette recherche-intervention. Donc, j'appelle recherche-intervention, recherche participative. Réellement, depuis les prémices d'un premier appel à projet qu'on avait déposé auprès de l'ARS, au deuxième appel à projet, et puis tout au long de l'intervention, enfin, de cet accompagnement, on avait vraiment travaillé avec la petite équipe, hein, c'est 8 personnes, petite équipe, et alors des bénévoles hein, pour le vocabulaire de la boutique Solidarité, de la Fondation des Pierres, les bénévoles étant ce public accueilli dans l'accueil de jour, alors un peu très patate chaude, que d'autres accueils de jour ne veulent pas recevoir, et qui, pour 2 ou 3 jours par semaine, étaient bénévoles, hein, donc un peu un interface entre les accueillis et l'équipe. Et donc, tout au long de la recherche, y compris dans l'écriture de ce qu'on voulait faire financer par l'ARS, jusqu'au rapport final qui était mis en relecture avec eux, il y avait eu leur participation. Et donc, moi, j'avais pu observer comme ça différents lieux avec nous et en dehors de nous, hein, pour qu'ils se construisent leur savoir expérientiel. Voilà, donc c'est un terrain un petit peu différent, mais c'est aussi mon deuxième pas de côté, mon autre source d'inspiration pour essayer d'armer méthodologiquement ce travail sur ce projet. Et ce sera ma conclusion. Merci beaucoup. On enchaîne, je pense, sans transition avec Timothée et Jean. Merci. Est-ce que Timothée, tu es là? Oui, je suis là. Si tout le Super. monde m'entend. On va avoir notre diapo qui est là. En tout cas, Donc merci. je pars.
Pardon. Dis- Je partage pas mon écran, du coup, Non, bah, en fait, tu Ah, vas avoir une diapo que ok. je t'ai envoyée. A priori, c'est un peu pareil. Ok. Suivez-nous pour la logistique. En tout cas, merci de pouvoir nous écouter aujourd'hui. Nous, ça va nous permettre aussi de vous restituer un peu l'avancement de notre réflexion. Donc, depuis une année, je suis voilà, sur une recherche qui porte euh, sur les soins et les interventions auprès des jeunes de 5 à 13 ans qui ont des conduites suicidaires ou des idées suicidaires. Et l'objectif de cette recherche, en fait, c'est de s'intéresser à leur expérience. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de faire de leur expérience un potentiel levier. Et j'ai ramené là aujourd'hui un jeu que Timothée Dufresne va un peu vous illustrer, qu'on a même fraîchement imprimé ce matin. Donc c'était aussi pour ça que je voulais vous remercier. Nous, ça nous a mis un petit coup de boost un peu pour avancer sur ce projet où la dimension participative, vous allez voir, est très sensible. Est-ce que c'est possible d'avancer un peu là? La diapo. Merci beaucoup. Je vais juste introduire un peu le. Donc là, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment voilà, les objectifs, hein, c'est de comprendre l'expérience de ces jeunes et aussi de leur famille. Et aujourd'hui, je vais vraiment partir sur le quatrième sous-objectif, on va dire, qui est la deuxième partie de cette recherche, qui est l'utilisation de ce qu'on a appelé au départ un outil participatif et qui aujourd'hui, en fait, concrètement, est un jeu de plateau et de cartes. Et d'ailleurs, je vais vous partager un petit peu les petites cartes. Je vais prendre quatre. Hop, voilà, comme ça c'est la première. Merci de faire passer. Hop, et puis le plateau, on va vous l'illustrer après. Si tu peux, merci beaucoup. Alors ça, oui, je l'ai déjà dit, hein. Merci. Donc la thématique du suicide chez les jeunes, hein, c'est une thématique qui est, voilà, vous l'imaginez, tragique et extrêmement complexe, qui est aussi très tabou, hein, notamment pour la principale raison, c'est que les jeunes sont avant tout considérés comme immatures et pas forcément, on va dire, capable d'avoir un niveau suffisant d'abstraction pour conceptualiser ce que c'est que la mort, par exemple. Et donc, concrètement, quand on parle de suicide auprès de jeunes, et là, vous voyez la fourchette, hein, c'est entre 5 et 13 ans, et bien tout de suite, voilà, il y a beaucoup de controverses, beaucoup de débats. Ça, c'est un film que je recommande, en tout cas, pour se sensibiliser à cette thématique-là, qui parle d'une amitié et finalement, ben, voilà, d'une entrée au collège qui va se complexifier pour un jeune. Merci pour commencer. Et puis après, voilà, vous avez des collectifs hein, qui, justement, comme le collectif Enfantis, qui dénoncent cette invisibilisation-là. Tout à l'heure, on a parlé d'injustice épistémique, ça sera peut-être le mot de la fin, et qui voilà, prennent vraiment très au sérieux voilà, toutes les manifestations que les enfants peuvent avoir et que nous, on ne va pas percevoir comme, par exemple, un risque, suicidaire. Typiquement, on va dire il a des idées noires, ou alors on va souvent parler d'accident domestique. On ne va pas forcément parler de mise en danger comme on pourrait le dire pour un adolescent, par exemple. Et l'idée de cette étude, c'est aussi de s'intéresser, encore une fois, aux moins de 14 ans, puisqu'on a beaucoup d'études sur l'adolescence, sur les risques suicidaires, et on en a, voilà, c'est beaucoup moins pour les plus jeunes. Et d'ailleurs, pour le recrutement, ça a été assez compliqué. Ça sera aussi un deuxième point que je vous dirai à la fin. Alors, simplement pour la méthodologie, donc l'idée, quand je vous dis comprendre l'expérience, c'est l'expérience morale, hein. Et l'expérience morale, en gros, c'est ce qui relève du bien et du mal, du juste et de l'injuste, dans la perspective d'un jeune. Donc, il aura voilà, ses propres conceptions. Et je dirais, mon ambition, c'est d'essayer voilà, d'être fidèle un petit peu au contenu que ces jeunes me partagent pour après restituer, on va dire, sous la forme d'un article scientifique, la voix de ces jeunes et aussi la voix des familles. Et puis, dans le cadre méthodologique, il y a une dimension aussi participative qui se caractérise principalement par euh, la, la- la création de comités consultatifs, un comité jeune, un comité parent, un comité professionnel. Et l'objectif, en fait, dans ce type de méthodologie, c'est au fil de l'eau, quand la recherche est suffisamment avancée, en tout cas de mon point de vue et de celle qui la supervise,
de soumettre à l'appréciation critique des jeunes, des familles ou des professionnels qui participent à cette étude, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Et finalement, de ne pas, je dirais, arriver avec un article fini à la fin, sans même que les jeunes qui se sont pourtant impliqués aient pu s'impliquer au moment de l'analyse et au moment notamment de la discussion. Ça, on peut passer, c'était juste illustrer un guide. Là aussi, on peut passer aussi, comme ça, on va arriver au vif du sujet. Et voilà, en fait, donc l'étude, excusez-moi, je ne vous l'ai même pas dit, mais comme je veux vraiment cibler sur la participation, se déroule à Montréal. Et en fait, au Québec, il y a des recommandations, un peu comme celle de la HAS, qui sont sorties en avril 2021 sur les interventions auprès des jeunes de 5 à 13 ans à risque de suicide. Et en fait, voilà, c'est des recommandations qui ne sont pas vraiment connues, qui ne sont pas vraiment finalement, je dirais même mises en pratique. Pourtant, voilà, elles sont très intéressantes. Et donc l'idée, c'était aussi peut-être de faire le pont entre tous ces savoirs un peu parfois théoriques et de les rendre un petit peu opératoires. Et donc j'ai commencé à réfléchir quand j'ai lu les différents documents à un jeu de cartes. On n'avait pas encore l'idée d'un jeu de plateau qui est ici. Vous pourrez le voir hein, après. Timothée va vous en parler. Et donc, voilà, j'avais repris un peu des phrases dans les entretiens des jeunes. Euh, et l'idée, c'était de faire de ces phrases, merci beaucoup, de faire de ces phrases, je dirais, un point de départ pour que d'autres jeunes qui seraient concernés par les mêmes difficultés puissent s'identifier. Ou en tout cas, au moins dire, ah bah, moi, c'est pas vraiment ça, mais je comprends ce que ce jeune a dit. Et je vais laisser la parole à Timothée, on va pouvoir avancer. Et on va peut-être. Ça, c'est vraiment la toute première version. C'était quand je revenais avec mes résultats de recherche et que je lui ai soumis un peu l'idée de faire un jeu de cartes. Et en fait, rapidement, il m'a orienté vers la possibilité de faire voilà, ce planisphère-là dont il va vous parler. À toi, Oui, Timothée. alors bonjour, bonjour tout le monde. Je vais essayer d'être le plus court possible si le temps est limité. Alors, bon, là, c'est pas la version évidemment finale, mais c'est vrai qu'on a un peu avancé sur cette idée de jeu qui s'est transformé un petit peu en jeu de plateau. Tout le monde m'entend? Vous m'entendez? Oui, Oui. oui. Et du coup, bon, il y a un petit peu aussi cette métaphore de la carte géographique qui devient aussi la carte mentale. Ou une carte psychique où finalement, alors vous voyez, c'est une grande île au centre duquel il y a un volcan des émotions, et sont distribués certains territoires liés à certains affects, certaines émotions. Donc il y a évidemment le désert, les montagnes de la difficulté, et aussi les territoires qui pourraient être proches bah voilà, des centres de soins, l'entourage, l'école évidemment. Et donc, c'est cette idée de distribuer sur ce plateau plein d'informations et de lieux, ou en tout cas de choses qui pourraient favoriser la parole de l'enfant euh, en se déplaçant dans ces différents lieux. Et donc, il y a un petit bonus, en gros, c'est les cartes. Donc, en gros, c'est que le plateau est une première étape. Sachant que tout est fait un petit peu pour essayer au maximum de proposer à l'enfant de parler, de pouvoir, s'il y a des choses qui font écho un peu à son histoire. Et pour l'aider, justement, on a imaginé avec Jean un jeu de cartes où il y aurait des cartes. Alors bon, ça c'est vraiment la version, elle est très très moche, moi je trouve, mais c'est la première version. Mais en tout cas, il y a des cartes animaux qui en fait répondent à en gros, des déclarations d'enfants, sachant que euh, il y a un peu deux personnages dans ce jeu, c'est l'enfant voyageur et puis le guide qui est l'adulte un peu référent qui va jouer avec lui. Donc c'est vraiment à deux, donc un accompagnement voilà, d'un professionnel, d'un référent qui va jouer avec l'enfant et l'inciter à se déplacer, à trouver des animaux, parce que je vais cacher tous les animaux, peut-être une quinzaine, une vingtaine, à l'intérieur de la carte, et puis chaque animal aura des caractéristiques spécifiques et pourra répondre à à des déclarations d'enfants qui ont été faites dans les enquêtes de gens, dans les entretiens.
comme toi, parfois, c'est comme ça, j'ai honte, c'est-à-dire pouvoir, par empathie ou par identification, que l'enfant puisse finalement entrer comme ça en, euh, en discussion avec les animaux par ces petites cartes. Voilà, il y a je sais pas, le tigre timide, il y a l'éléphant solitaire, le rhinocéros maladroit, le zèbre sensible, enfin toutes sortes comme ça de personnages qui vont être distribués sur la carte, sachant que le gameplay n'est pas, il est encore en train de se façonner, mais c'est vrai que voilà, ce sera un jeu à deux sur une carte mentale, carte géographique, voilà, avec ces animaux qui vont nous accompagner, enfin qui vont accompagner voilà. Je ne sais pas si j'ai essayé d'être le plus rapide possible. Bah, écoute, ça m'a semblé clair. Donc, voilà, merci. Et il y a une dernière diapo qui est plus sur la discussion. Donc, voilà, aujourd'hui, pour moi, en tout cas, en vous partageant ces différents éléments de recherche, c'était voilà, de dire que le pas de côté, quelque part, en tant que chercheur, c'est pas si fréquent qu'on puisse collaborer comme ça avec un artiste. La plupart du temps, on va dire la priorité, ça va être voilà, d'emblée, genre, la finalité, pardon, ça va être quand même l'article scientifique, la participation à des congrès, etc., comme aujourd'hui. Et là, voilà, j'ai trouvé ça quand même très intéressant aussi de pouvoir aller d'emblée vers la mobilisation et la diffusion de ces savoirs, alors même que l'article en question n'est pas encore écrit, hein, puisqu'il faut tout ça prend du temps. Et de quelque part d'essayer aussi de prioriser finalement, on a des jeunes, on a des familles qui se sont impliquées dans cette recherche, et on se doit aussi, je dirais même moralement, en tant que chercheur, d'être fidèle à l'expérience. Ça, c'est tout le défi, justement. Et puis deux, aussi d'avoir je dirais quand même un bénéfice pas seulement à long terme pour de potentiels jeunes qui seraient, on va dire, des pairs des participants, mais aussi qui puissent retirer un bénéfice à court terme de leur participation. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu original aussi dans la recherche qualitative en santé, et notamment dans le fait voilà, de mettre en place ces comités consultatifs qui font des participants non pas des objets d'études, mais vraiment des acteurs à part entière enfin là, j'allais même dire que c'est eux qui nous emmènent aussi dans cette thématique. L'idée, voilà, c'est d'interroger la valeur de ces savoirs expérientiels, hein, pour essayer de prendre au sérieux de façon un peu authentique, je dirais, et pas un peu. Et d'ailleurs, je fais une mini parenthèse, mais vous allez comprendre pourquoi. Euh, Anna Balège, qu'on a entendu tout à l'heure, a mis un peu de petit bois dans mon feu en parlant des patients psychiatriques et en disant c'est comme les enfants. On les considère comme des enfants. Donc, vous voyez un peu notre imaginaire, comment il est façonné, et ça, je l'avais déjà entendu plusieurs fois, mais là, comme quelqu'un l'a dit, je pense que c'est important aussi de faire une petite capture d'image sur cet instant-là. Et puis après, d'essayer finalement de partager le monde des jeunes, de nous ouvrir à leur imaginaire et de voir dans quelle mesure aussi, en tant qu'adultes, on arrive à les accompagner pour que leur voix, qu'on cherche à promouvoir, soit intégrée aussi au débat public, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'école, que ce soit voilà, dans différents milieux. Et puis après, donc ça je vous l'ai déjà dit, l'intérêt de la collaboration avec un artiste, avec Timothée, c'était d'essayer aussi de vraiment déhiérarchiser les savoirs, d'avoir une approche, on va dire, la plus horizontale possible. Et pour moi, c'est assez, je dirais, inédit de pouvoir passer de contenu parfois un peu théorique à une mise en image très pratique, très directe, et qui va parler beaucoup plus aux enfants que le discours d'un chercheur, qui souvent est bien trop abstrait. Et donc, dans la pratique, c'est aussi une manière de favoriser l'expression de la voix de l'enfant et le droit à la participation, comme le veut comme le déclame la Convention internationale des droits de l'enfant de 89. Et puis après, voilà, je pense qu'on aura l'occasion aussi de discuter un peu des questions éthiques et des injustices épistémiques dont je vais déjà un tout petit peu parler pour le moment. Mais il y a aussi des questions un peu pratiques que moi auxquelles j'ai été confronté. Par exemple, quand vous cherchez à faire participer un jeune qui est en prise suicidaire, donc autant vous dire que ce n'est pas possible. Donc au mieux, vous avez ses parents qui vont peut-être essayer, malgré le peu de temps qu'ils peuvent avoir à vous consacrer, d'être présents, mais vous arrivez sur un moment de crise où aussi tous les professionnels sont quand même mobilisés sur le soin et pas sur la recherche.
Donc ça, c'était pas simple. Merci en tout cas de votre attention et puis on va pouvoir discuter après. Merci, madame. Avec plaisir. On passe la parole au collectif Cap Droit. Ouais. Allez-y. Je vais faire une petite parenthèse. Par rapport à ça, c'est un stage, j'ai encore 2 secondes. Genre, 2 secondes. J'ai connu dans ma jeunesse, quand j'étais au collège, en sixième, un ami qui avait 12 ans comme moi. Jusqu'à quand il avait 12 ans, 11, 12 ans, 13 ans, je sais plus quel âge on est en sixième exactement, à environ 12 ans. Mais on n'a pas compris quoi. Il a quitté à son père et puis il s'est suicidé avec. Personne n'a compris. Vulnérabilité, précarité. On n'entend pas, hein? Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je On sais n'entend pas. rien. Il y a un problème de son à distance. Est-ce que là, vous m'entendez? Mais il faut qu'on attende que les autres aussi entendent les pauvres. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est En bon tout pour cas, moi. D'accord. Criez très fort qu'on vous entende aussi. Si je reprends le micro, c'est juste parce que, voilà, on a un titre tout de même et on voulait vous parler de l'auto-ethnographie collective. Voilà, j'ai volontairement découpé ce titre en quatre mots. Auto, ben, vous voyez, on est là, d'abord, quatre, c'était peut-être un hasard, on aurait pu être 5, il y en a qui sont dans la salle, donc peut-être qu'on leur donnera la parole aussi. Ce sont des contributeurs, on peut dire ça comme ça, ce sont des co-auteurs, on peut dire ça, des co-acteurs ou des acteurs participants, participatifs, enfin, tout ce vocabulaire qu'on utilise tout simplement pour dire, voilà, il y a une belle diapo qui nous montre qu'on n'est pas tout seul. Ce « on » collectif est important. Et moi, ce qui m'intéresse, excusez-moi, vos travaux sont très intéressants, mais ce qui aurait été super sympa, c'est que ce soit un enfant qui nous montre le jeu, et madame, que ce soit une personne âgée comme moi, qui bientôt voilà, devra choisir un habitat qui puisse voilà, dire quelque chose. Voilà, pour moi, c'est ça cette notion voilà, d'auto-ethnographie collective, de participation, d'action en commun, et pas être les uns à côté ou même avec les autres, mais être ensemble. Parce que cette notion-là, elle est souvent portée par les politiques publiques, mais elle n'est pas toujours entendue par des personnes, ou en tous les cas, elle ne redescend pas souvent. Voilà. Donc là, on a l'occasion, et moi, je vais remercier Philippe Aubert qui m'a donné aussi l'occasion de travailler collectivement avec lui pendant plusieurs mois, voire 3 petites années, sur une notion fondamentale qui s'appelle l'autonomie. Et voilà, on a travaillé sur le conseil sociologique, sémantique et éthique. Donc, vous voyez bien que ces mots-là aussi sont importants. Ne véhiculons pas des idées, mais soyons proactifs avec nos actions au quotidien et notre participation. Je vais donner la parole à Swat. Merci Marie.
Alors, la démarche de recherche scientifique et citoyenne Cap Droit. Cap Droit est une démarche de recherche dite participative sur le handicap et les droits humains. La recherche participative inclut dans la pratique de la recherche les personnes directement concernées, les acteurs de l'accompagnement, de la relation de l'aide, du soin et des chercheurs professionnels. Ce qui est important, c'est que c'est une recherche avec et pas seulement sur. Cette pratique de recherche s'inscrit dans le slogan du mouvement de personnes handicapées, rien sur nous sans nous. La démarche de recherche scientifique et citoyenne Cap Droit. Cap Droit a pour objectif de faire émerger la parole des personnes concernées directement par ces droits humains et transformer la savoir expérience, des savoirs d'expérience en expertise. Faire entendre ces savoirs dans l'espace public, éclairer d'un point de vue citoyen et scientifique cette problématique des droits des personnes handicapées. L'organisation de la gouvernance. Cap Droit est animé par une association, l'association de coordination et de soutien à la démarche Cap Droit, ACS Cap Droit. Dans cette association, il y a des personnes présentes au titre de leur savoir sur les questions de vulnérabilité et de handicap, savoir théorique, savoir académique, savoir professionnel, savoir d'expérience, en tant que personne directement concernée ou en tant que proche. Là, vous voyez un petit peu nos têtes, je pense que vous nous avez reconnus, on ne peut plus être démasqués. Allez, à toi, Jean-Pierre. Alors, parler voilà, d'auto-ethnographie. Je fais suite dans cette présentation à un travail qui a été initié par d'autres que moi et qui sont dans la salle. Donc, c'est une intervention qui a eu lieu au colloque à Lyon au mois de janvier sur la pratique, vous pouvez le lire, auto-ethnographique dans les recherches participatives. Donc, cette auto-ethnographie collective, ce n'est pas un terme facile, je l'ai exprimé tout à l'heure. Il est discuté, ce sont des mots compliqués pour parfois pas grand-chose, c'est un ressenti que certains d'entre nous peuvent avoir, pouvoir se parler, pouvoir se regarder, mais évidemment qu'on parle de graphie, ethnographie, mettre par ici ce que l'on pense, ce que l'on ressent, se servir de son expérience. Donc, on va parler beaucoup de savoir expérientiel. Aujourd'hui, on ne peut pas se départir de cette réalité. En tout cas, ça serait revenir en arrière. Donc, on ne peut pas, on n'a pas envie. Est-ce qu'on est tous ethnographes? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, mais est-ce qu'on est tous animés par un désir de recherche? Oui, sinon on ne serait pas là. De par notre méthodologie participative, alors là, il y a encore des interrogations au sein de Cap Droit sur comment on met en œuvre cette recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle existe depuis plusieurs années, beaucoup peuvent en témoigner, il y a des travaux, il y a une réalité, mais voilà, c'est un fait collectif, c'est sûr, c'est un regard anthropologique croisé, c'est un partage de voix, Céline a parlé, on en a parlé tout à l'heure, Anna a parlé aussi, voilà, Baptiste a parlé aussi, voilà, cette polyphonie, et je vais peut-être dire moi parfois cette cacophonie, parce que nos voix se mélangent et elles ne sont pas forcément toutes audibles en même temps et au même moment, mais il faut justement faire avec cette temporalité, j'ai plus que 20 secondes, je suis morte, 1, 2, 3. L'auto-ethnographie comme manière de répondre à l'exigence d'évaluation exploratoire, réflexive de la recherche participative. On va faire un dialogue. Je quitte, On peut passer. on peut passer. On va s'en passer. Là, je suis parti loin. Allez, on va laisser la parole à notre camarade. Alors, je passe sur ça. Auto-ethnographie collective, construction de cette communication. L'extractivisme a aussi été un point important de discussion. Chercheur académique, ce qui m'interroge par rapport à cette méthode, c'est la question de l'extractivisme. Forcément, si on fait des ethnographies, on est dans l'extractivisme,
Si je note quelque chose qui s'est passé ou dit lors d'une réunion, j'extrais quelque chose de la réalité qui ne m'appartient pas. Est-ce qu'on a le droit d'un point de vue éthique? Chercher l'expérience, hein? Chercher l'expérience, c'est quoi l'intérêt de ce grand mot? Il faut qu'on soit clair, on veut être accessible. Chercheur expert, expérience académique et académique 8. Chercheur expert, expérience et académique 8. Le retour. Il me semble qu'on ne peut pas affirmer qu'il y a de l'extractivisme à Capra. L'extractivisme consiste globalement à l'extraction massive de données, à une posture d'assujettissement des personnes, on va y arriver. Alors, la démarche Cabra vise la subjectivation, l'objectivation ainsi que l'autorisation. L'autorisation. En effet, il faut prêter une attention particulière à ces processus dans une démarche scientifique et citoyenne complète comme Cabra. Et inversement, il ne faudrait pas que l'extractivisme de l'instrumentalisation en vienne à une autre utilisée, à un être utilisé comme un obstacle à la recherche. D'ailleurs, Cabra est doté d'une instance d'écoute et d'une anthologie ainsi d'une instance éthique pour répondre à ces questions. L'objectif serait de poursuivre après la capable de ce travail sur une forme déterminée pour continuer à mieux comprendre les désaccords et les enjeux sous-jacents. Alors, j'ai la grande charge de terminer, c'est ça? Alors, non. Sur la position générale. Donc, vous pouvez le lire, nous utilisons les occasions qu'offrent des colloques, comme tout le monde l'a dit, hein, c'est le monde de la recherche. Et ce monde, voilà, fait partie de la vie quotidienne des personnes de Cap Droit. L'exercice permet de reprendre des tranches de vie de projets. Alors moi, j'ai plutôt parlé de collecte. Arnaud l'a un petit peu exprimé tout à l'heure dans son entretien. Il y a ce que nous vivons, ce que nous ressentons, ce que nous exprimons. C'est le auto, hein, on peut le reprendre comme ça. Et puis, il y a cette part du collectif. Là, je le redis parce que ce travail collectif plus approfondi nous amène à des réflexions sur à la fois les enjeux, mais l'impact que ça peut avoir sur les personnes hein, au sein d'un groupe fluctuant, parce que tout le monde ne fait pas la même chose au sein de Cap Droit. C'est un travail dans lequel se succèdent plusieurs membres. Voilà, on a vu, il y en a parmi vous. Maintenant, oui, il est temps aussi que, voilà, que Cap Droit s'organise, s'oriente, s'évalue, s'auto-évalue et pose des objectifs. Merci. C'était le mot de la fin. Ah, non, du coup, elle revient. Forcément, elle est bavarde et si on lui donne le micro, c'est foutu. 3 minutes, c'est beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Étienne, mais avant, Étienne, je vais parler d'accessibilité. C'est extrêmement important que, voilà, qu'on ait tous conscience aussi qu'on doit apprendre. Ça, c'est quand même un petit peu français. Donc, je suis un petit peu triste de le dire parce que c'est un beau pays, mais en France, on ne sait pas très bien écouter. Donc, il faut qu'on apprenne à écouter. Je voulais rebondir par rapport à ce qu'on a lu, ce qu'on a dit ou lu, qu'on peut dire. Sur l'autographicalité, je vois que c'est barbant, c'est comme c'est du mot compliqué, mais pour simplifier l'autographie collective, c'est prendre du recul par rapport à des méthodes de travail, nos propres méthodes de travail, pour pouvoir synthétiser et catégoriser, non, c'est pas catégoriser, c'est un peu catégoriser, et puis synthétiser, et puis retracer les méthodes de travail, des méthodes de travail qu'on peut avoir, voilà, quoi,
pour faire une sorte de, je sais pas si j'ai pu comprendre ça, une sorte de, un bécherel, quand ce qu'on dit, hein. Je perds mes mots, un guide, un guide de référentiel de méthode. C'est peut-être plus clair comme ça, expliqué comme ça. Je voulais pas me faire. En fait, j'estime que c'est important de dire aujourd'hui que, en fait, dans Cap Droit, c'est important ce qu'on fait. Les visios, je sais que c'est pas réservé qu'à Cap Droit spécialement aujourd'hui, mais on prend pendant qu'on y est, les visios qu'on fait, les Cap Lab, les visioconférences, les réunions en présentiel, tout ça. Ben, c'est le fruit de tout ce qu'on a, de tout ce que peut être en fait l'auto-ethnographie en fait, ni plus ni moins et voilà. Très bien. Merci beaucoup. On lance, oui, on applaudit peut-être. Merci à toutes et tous. Ah, C'est André. une question à distance. Allez-y, Monsieur Bitton. Oui, oui, je voulais intervenir, attendez, j'avance le micro, sur le fait que vous utilisiez le concept d'auto-ethnographie, ça me paraît poser un problème. En tout cas, je vous renvoie à ce que disait Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme, discours sur la négritude, publié en 1950, alors que les conflits pour les indépendances battaient leur plein, notamment la guerre en Indochine. Alors, il disait que le concept, je récupère, voilà, l'ethnographie, c'est un concept blanc de du plein essor de la colonisation et de l'emprise ouest-européenne, occidentale, qui allait être prise en relais à partir de 14-18 par les USA notamment, sur la planète. Que donc c'est une façon de dire qu'il ne peut pas y avoir d'égalité et que le seul rapport de l'homme dominant par rapport aux autres civilisations, quand cet homme dominant se penche sur les autres civilisations, est un rapport d'ethnographie. Donc je vous appelle à réfléchir sur l'utilisation qui me paraît problématique de cette notion d'ethnographie. Merci beaucoup pour cet apport et de faire référence à Aimé Césaire. Je crois que peut-être qu'Aimé Césaire, il parlait du rapport justement colonial et des chercheurs qui allaient ethnographier d'autres groupes. Et là, peut-être que la différence, c'est le mot auto-ethnographie. Je peux répondre à monsieur. Alors, excusez-moi, monsieur, mais j'ai eu plein de vies et j'en ai une qui est que je suis une malgache. Et voilà, en termes d'ethnographie, ça me parle, puisqu'en 1895, des ethnographes anglais sont arrivés sur l'île de Madagascar et se sont simplement, comment dire, alignés à faire un travail. Et je pense que c'est avant tout peut-être un métier que d'être ethnographe. Et oui, il y a des rapports dominants, on l'a dit tout à l'heure, mais je crois que les rapports dominants peuvent être aussi des rapports pacifiques, c'est-à-dire que on peut avoir parfois une posture à un certain moment qui est dominante, mais qui peut induire et permettre à la personne dominée, et là je reviendrai sur les travaux de Jacques Goudy, qui nous raconte l'histoire de la vie et le pouvoir de l'écrit. Donc dans notre travail et notre réflexion autour de l'écriture, donc de la graphie, de l'auto-ethnographie, on parle bien de ça, collective, notre travail, Étienne l'a bien dit, il y a un livret, il y a des travaux, voilà, que ce soit des films, des œuvres d'art, des objets, des rencontres. On a parlé l'autre jour d'un gâteau, notre auto-ethnographie, c'est peut-être un gâteau de crêpes. Un gâteau de crêpes, c'est-à-dire que voilà, chacun apporte, voilà, chacun pose une crêpe et à la fin on a un gâteau. Voilà, et c'est ça l'auto-ethnographie pour nous, monsieur. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle d'auto-ethnographie, on utilise un gros mot. C'est comme chercheur, anthropologue, c'est des mots lourds. En fait, je pense que l'auto-ethno, ou beaucoup de pratiques, on le fait dans la vie du quotidien. Et on veut utiliser, forcément pour se faire passer pour mieux ou plus intelligent,
des mots lourds en force et en sens, alors qu'en fait, c'est des travaux de tous les jours. C'est des expériences de vie et de vécu. On va donner la parole à la salle, si c'est bien. Porteur de flamme. Il y a aussi Daniel Delmer qui veut intervenir. Si des personnes dans la salle veulent intervenir, on donne la place. Les personnes qui prennent la parole peuvent se présenter. On va Dr. Cadroit, c'est beaucoup Cadroit, c'est un monsieur, parce que c'est vrai, on entend souvent des jeunes ici, moins de 15 ans, et souvent les directeurs d'école ou les profs n'écoutent pas. Et les parents, quand ils écoutent, c'est trop tard, il est mort, ou quoi, et ça, c'est malheureux. En France, on a beaucoup d'efforts faits côté là, parce qu'on a trop de morts côté des jeunes. D'accord, il faut. Et après, il y a un autre truc, c'est pour les animaux. C'est un soin ou c'est. Pourquoi les animaux? Sur les quatre. Si Timothée est encore là, tu peux répondre, mais moi Oui, oui, je suis là. Ah bah, vas-y, réponds, alors je vais répondre après toi. Bah, je sais pas si ma réponse. Bah, les animaux, bah, après, c'était. Après, la recherche de gens, elle se fait aussi au Québec. Donc, on a été aussi dans la problématique des animaux, mais quels animaux? Et c'est vrai que ces animaux-là, c'est un peu les animaux de la jungle, mais c'était un petit peu aussi pour tout simplement le rapport aussi à l'enfance et cette galerie d'animaux. Et ce serait peut-être plus simple, hein. L'idée, c'est plus simple peut-être d'interagir avec cet animal que de la jungle. Donc, c'est un peu l'espace merveilleux et en même temps je sais pas, mystérieux des animaux de la jungle. Et voilà, tout simplement, c'était voilà une galerie de personnages qui semblaient être intéressants pour amorcer, je sais pas, la parole pour les enfants, par identification, je sais pas, voilà, à tous ces animaux comme ça l'est dans la culture populaire avec les dessins animés, etc. Mais Et puis, ouais, Timothée, je ouais, pense qu'on est parti aussi sur cette idée. Je te coupe, hein, mais c'est juste ouais. si on coupait la parole, mais c'était simplement, puisque en fait, plus ils sont jeunes, plus ils sont difficiles aussi à identifier. Et plus, quelque part, leur voix n'est pas entendue. Et donc, l'idée un peu d'aller vers, par exemple, les animaux, l'univers un peu du dessin animé, etc., c'est aussi pour essayer de toucher, on va dire, de ne pas exclure quelque part les plus jeunes. Et puis, pour répondre aussi au tout début de votre remarque, l'objectif de ce plateau, c'est vraiment d'être dans la prévention et de ne pas être dans l'interventionnel. Des outils d'intervention, on a, je dirais, à l'appel. Des outils de prévention, il y en a, mais enfin, il y en a. En tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup vu, à part ces fameuses recommandations, mais qui sont écrites noir sur blanc et qui font 150 pages. Je parle pour le Québec, hein. Puisqu'après, en France, peut-être qu'il y a d'autres outils. Donc, l'objectif, voilà, est vraiment d'inclure un maximum de personnes, de mettre ça gratuitement. Là, vous voyez, c'est 4 feuilles A3 qu'on peut imprimer. Si on est infirmière scolaire, par exemple, ou infirmier scolaire, eh bien, et qu'on a des doutes, je ne sais pas, moi, sur tel ou tel jeune qui est un peu isolé, ça fait plusieurs fois qu'il revient à l'infirmerie, etc. Et voilà, ce type de jeu peut permettre aussi aux intervenants de se désinquiéter, on va dire, ou au contraire, d'orienter un jeune pour de bonnes raisons, puisqu'il y a dans ces fameux passages à l'acte, enfin ces fameuses, pardon, mises en danger ou accidents, bah, quelque chose qui est peut-être un peu à creuser et qui peut nécessiter un soin psychiatrique. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais merci Timothée pour. Merci. Daniel Delmer à distance. Et puis après, il y a deux questions ici. On vous écoute. Oui, vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, c'est pas vraiment une question, c'est plus des réflexions. Donc, je remercie d'avoir fait référence à Aimé Césaire parce que ça ouvre justement à d'autres discussions. Après, moi-même, je suis d'origine, enfin, mes parents sont d'origine antillaise, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ces citations. Donc, les Antilles, justement, au niveau du droit humain, à un moment donné, durant l'esclavage,
le droit humain n'était pas vraiment respecté, puisque on va dire que mes ancêtres n'étaient même plus considérés comme des humains. Donc je trouvais ça quand même intéressant de pouvoir parler de ça, savoir si maintenant le mot est réservé aux blancs ou pas, donc ça c'est encore une autre question. Aujourd'hui c'est un mot que je peux utiliser, pourtant quand je me regarde, bah, j'ai l'impression d'être noir, après c'est juste une réflexion. Et après par rapport à la parole des enfants, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est qu'on voit au niveau de l'étymologie, je sais que enfant, j'avais déjà regardé ça, en fait ça vient du latin, et si mes souvenirs sont bons, ça veut dire celui qui n'a pas la parole. Donc je trouve ça déjà intéressant que même dans la substance du mot, en fait, on prive cet être humain de parole. Et après, donc ça me fait aussi l'autre référence au livre de la jungle, que je trouve très intéressante aussi. Enfin, c'était pas le livre de la jungle, c'est aux animaux de la jungle. Ben, en fait, je me dis que quelque part, on est un peu comme des Mowgli dans une sorte de jungle sociale. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire, parce que je trouvais ça vraiment intéressant, toutes les références que vous nous donnez. Donc voilà, d'amener un peu de réflexion par rapport aussi peut-être à tout ça. Merci beaucoup Merci. pour ces remarques. Moi, je m'appelle Estelle Verbeek, je suis hyper aidante et formatrice en santé mentale. Et déjà, je voulais remercier Madame pour votre travail et d'intégrer les gens dans leurs projets. Moi, c'est quelque chose, ça fait 16 ans que je suis suivie en psychiatrie et c'est vrai que généralement, on fait juste semblant de nous faire participer au projet et on nous dit, ah ben, on va vous demander votre avis, on va faire une vidéo. On peut réfléchir à la forme, mais on va faire une vidéo. Enfin, des choses comme ça qui sont toujours très descendantes, en fait. Et en fait, on ne se retrouve pas forcément dans les projets qu'on fait. Et je voulais revenir sur le jeu aussi de société, mais donc voilà, vraiment, je vous remercie de faire ça, et c'est juste au début. Mais sur le jeu de société, moi, j'ai été suicidaire à 16 ans. Et je me dis, avoir un outil comme ça, même si j'ai plus de 14 ans, alors que vous limitez à 14 ans, mais je comprends que c'est un outil adapté aux enfants, je pense que ça pourrait être hyper intéressant, même à l'âge adulte, et même dans les hôpitaux psy ou dans des choses comme ça. Enfin, pour des adultes qui sont concernés, pouvoir parler et ouvrir la parole sur des sujets qui sont très durs. Parler du suicide, c'est extrêmement compliqué. Parler de la mort, c'est très compliqué, mais du suicide, encore plus, c'est extrêmement tabou. Et c'est vrai que je pense que moi, honnêtement, je travaillerai avec des patients, je le ferai. Je l'utiliserai parce que je pense que c'est un outil vraiment universel. Les animaux, tout le monde aime ça et ça permet de dédramatiser tout ça. Donc, merci beaucoup aussi. Alors moi, j'ai deux petites apports, humblement. Moi, c'est pareil, j'ai fait ma première tentative de suicide à 10 ans. Et il n'y avait pas grand monde dans mon entourage qui a pu percevoir ce que j'étais en train de vivre. Et la réponse a été encore plus violente. Donc moi, par rapport à ce jeu, je me demande, vous parliez des pères, donc des pères enfants, c'est ça? Donc je trouve ça super intéressant. Et puis après, c'est ça, c'est où ça peut se diffuser ce jeu et avec quelles personnes de confiance dans l'entourage des enfants, donc à l'école, enfin voilà, comment on peut diffuser ce jeu que je trouve ultra pertinent et comment ça peut mettre en mots, voilà. Et par rapport à l'auto-ethnographie collective, alors Monsieur André Vuitton, que je salue, oui, l'histoire, enfin l'ethnographie est une histoire. C'est une discipline qui a une histoire et qui a une histoire coloniale, c'est vrai. Et je trouve intéressant dans Cadre droit cette idée de récupérer ce mot d'ethnographie et d'auto-ethnographie collective parce que justement, elles permettent de certes recueillir tout ce qui s'y passe, mais aussi de révéler les enjeux de domination à l'intérieur d'un groupe. Et en ça, c'est une ethnographie décolonialiste, on va dire. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Nadine, je suis étudiante au Confort de Lille. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que ce jeu, vous allez le publier dans des établissements ou dans des centres CMP ou dans des écoles? Parce que je pense qu'au niveau même au niveau
les maternelles, est-ce qu'il ne serait pas aussi judicieux comment dire, de déceler donc avant d'attendre que le problème ne s'installe, déjà des choses qui soient entérinées à l'intérieur de l'enfant. Pour compléter. J'aimerais compléter et répondre aussi à Oui, merci. Ouais, une toute petite question pour compléter l'intervention de madame, je suis très intéressante. Comment vous allez aussi former ceux qui vont l'utiliser? Parce que bon, ça peut être plein de pièges et de distorsions. Donc voilà, la formation, l'utilisation. Déjà, je trouve que ce concept est plutôt bien, mais il pourrait être dupliqué sur beaucoup de choses. Qu'est-ce que la santé mentale? Parce que souvent, on pense que la santé mentale, c'est que pour les malades. Qu'est-ce que c'est que, par exemple, dans l'éducation nationale auprès des enfants, la question du genre, la question du harcèlement, la question des risques suicidaires, toutes ces questions-là qui font peur, pourraient être amenées à la découverte et à l'apprentissage par le jeu ou, par exemple, comme on peut voir dans le cadre de la santé mentale, par des réseaux comme le centre de référence de réhabilitation psychosociale ou les profamilles qui développent des jeux ou des outils pour permettre à l'enfant, l'ado, l'adulte et le vieillard de comprendre. On pourrait faire pareil pour Alzheimer ou pour les maladies dégénératives. Pour faire de l'éducation aux gens malades, peut-être qu'ils apprendraient à comprendre aussi. On va arrêter. Merci. Il y a une dernière question. Merci pour tous les retours. En tout cas, vraiment, c'est aussi grâce à vous que ce type de jeu voilà, peut être co-construit. Toutes ces questions sur la transférabilité au maternel, etc. Moi, je pense que c'est surtout pour ce qu'on appelle les centres jeunesse, l'équivalent des centres éducatifs fermés en France, ou voire des établissements pénitentiaires pour mineurs, même si c'est à partir de 13 ans. Mais bon, il y aurait largement de quoi généraliser ce type d'outils pour que des intervenants inquiets puissent, encore une fois, se saisir un petit peu de cette inquiétude comme un travail. Donc, l'idée, c'est évidemment que ce soit diffusé, gratuit, voilà, via un site. Il y aura très certainement un site, en tout cas dans l'idéal. Et puis après, tout sera imprimable et facilement accessible. Et puis, pour répondre sur la pérédance, c'est vrai qu'au tout début, en fait, à l'hôpital où j'étais à Montréal, il y avait un père aidant, donc un ancien jeune père aidant, c'est-à-dire qu'il avait été embauché, voilà, il avait 25 ans, mais déjà il avait une certaine proximité, au moins en tout cas avec les grands ados. Quand je l'ai rencontré, il en avait plutôt la trentaine, donc c'était un peu la limite quelque part qu'on pouvait. Mais dans ses interventions hebdomadaires, il avait quelque chose, c'était le jeu, quoi. On est là pour jouer. Avant tout, la priorité, c'est de jouer. Et en fait, il emmenait quand même pas mal de jeunes aussi dans ses ateliers. Et il y avait ces fameuses cartes qu'il utilisait. Et à la base, je devais collaborer avec lui pour que le jeu, qui était un jeu de cartes, on n'est pas un jeu de plateau, soit dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans ses ateliers et qu'il l'expérimente dans ses ateliers et qu'après, moi, dans un second temps, si les jeunes sont d'accord avec leurs parents aussi, je puisse évaluer l'intérêt de ce jeu. Et pour répondre à la formation, comme ça je fais une pierre trois coups, eh bien l'idée c'est effectivement de sensibiliser les professionnels à des règles assez simples, hein. Ce plateau que vous voyez ici, en fait, c'est un poster qui sera affiché dans le bureau des professionnels, ce qui permettra en fait rapidement aussi aux professionnels d'informer sur la possibilité, en tout cas, de tester le jeu, encore une fois dans un cadre de recherche. Et puis après, voilà, je pense qu'une fois, idéalement, ce qui aurait été bien, si on a les autorisations de droit à l'image des jeunes, c'est de faire comme un mini-webinaire avec deux ou trois jeunes, un maximum, hein, idéalement, qui acceptent en gros de présenter le jeu et qu'on l'accompagne aussi là-dedans pour que ce soit vraiment un jeune qui s'adresse à d'autres jeunes. Mais ça, c'est beaucoup d'autorisations, mais bon, c'est le défi aussi. Je pense que le problème, c'est que 30 secondes. Le problème des jeux, je pense que ça fait à beaucoup d'endroits. Moi, je n'ai plus le nom, mais lors des semaines de santé mentale l'an dernier, il avait été présenté comme un jeu de loi autour de la déstigmatisation
de la santé mentale. Moi qui suis atteint de multidis, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui se font, mais en fait, il n'y a pas assez de communication entre les départements et les régions, et même au niveau international. Je m'arrête là parce que je vois que l'organisatrice est en train de nous faire une crise de l'angoisse. Si vous pouvez faire une question assez courte. Ah non, c'est pas une question. Ah ouais, Tant mieux. Ça résonne. Je suis aussi parisien en santé mentale. Et concernant l'enfance, il y a, et même pas que l'enfance, il y a un site, je dirais même c'est presque une bible des ressources, qui s'appelle Psycom. Et dans Psycom, il y a le jardin du dedans, je crois, dedans, concernant les jeux pour enfants. Il y a un site qui s'appelle, c'est une association qui s'appelle Raptor Neuropsy, qui symbolise des dinosaures pour parler pour sensibiliser et vulgariser autour de problématiques liées à la santé mentale. Il y a plusieurs sites web qui existent. Le problème, c'est que, comme tu viens de le dire, ils ne sont pas assez connus. Donc, le mieux, c'est peut-être de s'archiviser les uns avec les autres et d'utiliser des communautés du changement comme Animacop ou comme sur Lucratie pour faire en sorte de composter les expériences de chacun. Voilà. J'ai pas dit capitaliser, j'ai composté. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Ouais.